Bilan à mi-parcours de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Le sexisme est-il une réalité à la Chambre basse du Parlement? Le débat au féminin reçoit ce samedi Christelle Vwanga, députée nationale élue de la circonscription de Funa et présidente de la Commission de droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Merci à Christian Lusako-Eno de me céder le fauteuil. Après Top Presse, je suis très heureuse de vous retrouver dans le cadre de votre rendez-vous hebdomadaire, le débat au féminin. Qu'ont-ils fait pendant plus de 2 ans qu'ils sont maintenant au Parlement? Quelle est l'action de nos élus en général, mais en matière de droits de l'homme ou de droits humains en particulier? Nous essayons de parler de tout cela dans le cadre de votre émission. On parlera également du gouvernement Sama Lukonde et de la relation ou de la collaboration qu'il y aura entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Et enfin, on parlera un peu de Ensemble pour la République. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir le député national, la députée nationale, élue de la circonscription de la Funa, présidente de la Commission de droits de l'homme à l'Assemblée nationale, Christelle Vwanga. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Madame Élisée et merci. Merci vraiment pour cette invitation. Merci à vous d'avoir répondu spontanément à l'invitation. On insiste spontanément parce que c'est pas assez évident quand même quand il s'agit des femmes. Merci à vous. On parle de vous, Christelle Vwanga. Comment se porte la Funa? Je répondrai peut-être positivement, très bien parce que chaque jour, les habitants de la Funa, de notre circonscription, chaque jour, ils travaillent pour leur bien-être. C'est vrai que la situation n'est pas celle qu'on voudrait avoir, mais ma circonscription, notre district de la Funa est rempli des femmes et des hommes courageux qui sortent tous les matins pour aller travailler. Nous avons des grands marchés de cette capitale et dans ces marchés, on se retrouve des femmes très très courageuses et très ambitieuses. Donc nous travaillons dans le sens d'améliorer surtout les routes. Nous avons un sérieux problème avec les routes. Nous ne parlons pas encore de la desserte d'eau et de l'électricité. C'est pas votre travail, là, au moins vous le savez. Oui, hein? c'est mon travail, c'est de faire des plaidoyers. Non, moi je peux faire un plaidoyer. Je parle au nom de mon district et je connais les coins et recoins. C'est quand même dommage qu'il y ait au lieu qu'il y ait de poches d'obscurité, normalement on n'a que des poches de lumière dans mon district. Et c'est moi aussi mon travail de parler en leur faveur en ce qui concerne l'eau et l'électricité, et je le fais, mais aussi des routes et les états des marchés, pourquoi pas les écoles d'ailleurs. Cette semaine, nous avions visité une école qui se trouve dans la commune de Makala, complexe scolaire Monongo, où les agents de la régie des eaux sont venus déterrer carrément le tuyau d'eau, et on a essayé de voir avec la régie des eaux. Quand même, c'est une école publique et ce n'est pas un cas isolé. C'est quand même plusieurs écoles qui ont été touchées par cette crise sanitaire, et nous essayons de voir de quelle manière nous pouvons apporter tant soit peu la réponse à certaines préoccupations. Christelle Vwanga, on va parler de député, de son rôle, du député national, de son rôle. Là, vous venez déjà de parler, de brosser un peu un tableau de ce que vous faites. Justement, je vous ai relancé pour dire que ça prêtait à confusion. Vous êtes élu pour faire les lois. Vous êtes élu pour faire le contrôle parlementaire. Mais en attendant, savoir que vous faites autre chose que... Et représenter. Il n'y a pas que ça. Donc, il y a le contrôle parlementaire, il y a le vote des lois, mais aussi il y a la représentation. Donc, je représente pas pour construire des ponts, comme on le voit avec certains, pas pour construire des routes. Non, c'est vrai, certes, ce n'est pas ça, mais il y a plusieurs députés qui ont plusieurs casquettes. À travers peut-être les ONG, à travers leurs fondations, ils arrivent à trouver des manières pour être un peu plus proches de leur population. Mais ce qui est vrai, c'est que dans le domaine de la représentativité, c'est clair qu'il y a plusieurs facettes. Vous allez voir, par exemple, avec les députés américains. D'ailleurs, j'aime l'appellation des Américains, le représentant donc de la population. Ils sont un peu plus proches de la population que d'ailleurs leur travail parlementaire. Parfois, moi, je suis beaucoup sur les réseaux sociaux. Je remarque qu'ils sont beaucoup plus sur terrain. Mais ils ne font pas des forages d'eau non plus. Ils accompagnent les organisations. Plus dans les plaidoyers, mais c'est comme si avec nos députés, ils sont plus justement dans ces actions-là que ce pourquoi ils ont été votés. Non, comme je vous ai dit, madame, donc il y a le contrôle parlementaire, il y a le vote de loi, mais
mais aussi il y a la représentation. Donc, par là, il y a les organisations. Par exemple, dans ma circonscription qui aujourd'hui, qui peut compter plus ou moins 3 millions d'habitants, vous pouvez imaginer combien d'organisations qu'il y a, des jeunes, des femmes, des syndicalistes, etc. Et lorsqu'ils se retrouvent en vous, à chaque fois, il y a des invitations, il y a des appels à la collaboration, et c'est ce qui fait que parfois on est débordé parce qu'on est tout le temps sollicité. Mais qu'à cela ne tienne, ceux qui me suivent sur les réseaux sociaux, de temps en temps, je poste mes initiatives parlementaires, mes prises de parole à l'Assemblée nationale, mais aussi mes travaux en commission. Et le plus grand travail à l'Assemblée nationale se passe dans les commissions parlementaires. Je me souviens des jours, il y a des jours où on peut quitter, je peux quitter l'Assemblée nationale à 22h ou à 23h parce que je suis dans une commission en train de travailler. C'est vrai, vous avez totalement raison, madame, quand vous le dites, parce que moi aussi j'ai déjà entendu la population en train de réclamer peut-être par rapport à tel ou tel autre dérapage lié à la fonction du député, mais dans ma vision, je pense que un élu du peuple est un représentant de la population. Le simple fait d'avoir reçu ce vote, pour moi, c'est un mariage qu'on a scellé. Et lorsqu'ils ont des problèmes, c'est moi qui dois venir voir. Et moi, je vais voir avec les possibilités que j'ai, comment est-ce que je vais essayer de répondre à leurs préoccupations. On vous avez parlé des différentes commissions, des lois. On va parler, en tout cas, sur ce pourquoi vous avez été voté. D'abord, c'est élaborer les lois. Certains estiment, peut-être à raison, que cette législature risque d'être la moins prolifique en termes de lois. Exact. Il n'y en a pas. 2 ans maintenant, combien de lois? À peine 4, 3? Oui, adoptées, je pense que ça doit être 4 ou 5. Au moins, dans ma commission, on a eu 2 propositions de loi et 2 projets de loi. C'est quand même, vous pouvez quand même nous féliciter. Parmi les 4, parmi les 4, c'est la commission de droit de voilà, l'homme. pour une nouvelle commission, parmi les 4, avoir apporter quand même de lois, c'est grandiose quand même, madame. Vous avez tout à fait raison. Les mois passés ou bien les années passées à l'Assemblée nationale ont été vraiment agités avec les tentacules politiciennes, où il y a des gens qui sont hors Assemblée nationale mais qui manigançaient, s'attiraient de partout les tendances politiques, et on n'arrivait presque pas à donner un rythme de travail parce que tout devait être jugé au préalable. Je vais vous donner par exemple les cas des invitations en audition au Parlement. C'était très difficile de les avoir parce que il fallait d'abord que ça passe par le comité de suivi de FCC Cash. Est-ce que ça va pas toucher les sensibilités? Oui, parce que on se disait, est-ce que si un ministre de Cash est convoqué, est-ce que ça ne va pas toucher les sensibilités de FCC? Est-ce que si celui du FCC est convoqué, est-ce que les Cash n'est... Donc c'était un peu dans cet environnement-là que l'on vivait, et c'était très difficile, un environnement très 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 difficile pour le travail. Mais qu'à ça ne tienne, on a essayé de notre manière booster et initier certaines initiatives parlementaires. Est-ce que ça a changé depuis? Parce que quand vous parlez de mélange, mais c'est de cette immixtion quand même des politiques ou du gouvernement, des partis politiques dans l'institution Parlement. On fait allusion notamment à l'ancien bureau qui était là, avec le nouveau bureau incarné par Mbosso. Vous avez l'impression que ça change? Non seulement on a l'impression, mais c'est une obligation carrément que ça puisse changer. L'honorable Mbosso, c'est quand même quelqu'un avec un passé parlementaire assez fourni quand même. Il a fait, je crois, 7 mandats au Parlement. Donc, et il était parmi, il était député comme tout le monde, il était parmi ceux-là qui étaient très actifs pendant les débats au sein de l'hémicycle, et il voyait comment peut-être on revendiquait la prise de parole, comment
comment on fustigeait le fait que certains ministres ne venaient pas, mais les questions orales. Oui, on a vu certains députés dire qu'il a refusé, pas dire, on a vu aussi, on était qu'il a refusé quoi? D'accorder la parole, c'était de passage, il y avait des forcings aussi dans certains débats. Bon, je ne sais pas. Pas de motion, il y a des voix qui sont divisées. Je ne sais pas dire ce que je n'ai pas vu, mais au contraire, je vois même que nos collègues du PPRD prennent souvent la parole. Ils prennent souvent la parole dans les plénières et ne sont jamais coupés. PPRD, FCC, non, le PPRD originel. Ils prennent souvent la parole, ils sont pas coupés, je ne sais pas, mais je sens quand même qu'il y a une volonté de faire autrement. Et je pense que c'est comme ça que je l'ai dit, que l'honorable Bosso, il a vu comment on travaillait avec l'ancien bureau et tous les griefs qu'on lançait, et il a l'obligation, n'est-ce pas, de dissiper un peu ce climat-là, et je pense qu'il travaille déjà dans le sens de le faire. Déjà avec la prise de parole, je pense que c'est très bien. On a vraiment la parole, on s'exprime, et pour les commissions et pour les prochaines questions orales ou écrites, je pense qu'il y aura cette liberté-là que les députés attendent depuis toujours. On va parler de votre commission. On rappelle aux téléspectateurs, aux auditeurs qui nous suivent, qu'on reçoit la députée nationale Christelle Voanga, élue de la circonscription de la Funa, mais également présidente de la commission de droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Une toute nouvelle commission, mais qui fait déjà ses preuves. Ouais. Ça y est, on vous a jeté de fleurs. De loi, oui. C'est bon. De loi, déjà, on n'a pas vu autant dans d'autres commissions. Oui, exactement. Donc, parlez-nous de vos lois. Au fait, madame, quand on a commencé cette commission, on ne nous accordait pas, comment je peux dire, au fait, il y a beaucoup de collègues qui disaient qu'il y aura un manque de thématiques, c'est peut-être avec la superposition des plusieurs entités des droits humains, la Commission nationale, le gouvernement, le ministère des droits humains, avoir encore une commission permanente, indépendante des droits humains. Non, c'était un excès, c'est ce qu'on disait. Mais aujourd'hui, il s'avère que cette commission transversale qui touche tous les domaines de la vie s'impose au niveau de l'Assemblée nationale. Et donc, au-delà de la représentation dont je vous ai parlé, c'est-à-dire que les électeurs trouvent en nous une proximité liée certainement du fait qu'ils ont voté pour nous. Donc, ils viennent plus à l'Assemblée nationale avec leurs problèmes, avec leurs courriers. Et je me souviens, il y a 2 jours, notre bureau de la commission, il m'a dit, Madame, la correspondante est abondante, donc vous devez passer prendre la correspondante. Donc, chaque jour, nous recevons des lettres, nous recevons des courriers, des copies de la part de nos sites, de nos compatriotes et concitoyens, et nous sommes heureux. Mais en ce qui concerne les lois, nous avons travaillé sur la loi des personnes handicapées, et qui a été adoptée à l'Assemblée nationale de Madame Bazaïba, désormais vice-premier ministre. Vice-premier ministre, on a travaillé sur cette loi qui a été adoptée, comme je l'ai dit, et on attend la promulgation par les chefs de l'État et puis la publication au niveau du journal officiel. Nous avons aussi travaillé sur la loi des peuples autochtones, cette catégorie de notre population que l'on associe à à la catégorie des personnes vulnérables, telle que la Constitution le dit. Alors ça, c'est la loi de l'honorable Rachidi, mais on a travaillé à la commission. Et il y a eu aussi des projets de loi tels que la loi portant ratification de la Charte africaine de droits de peuple et des droits de l'homme. Et pour cette session, nous avons encore un calendrier chargé des lois. Plusieurs lois, je pense 7 lois pour la commission. Et c'est très, très important, madame. Au fur et à mesure qu'on avance, on travaille, on saisit la quintessence et la sensibilité en même temps de travaux en commission de droits de l'homme. Mais il y a aussi des préalables. Ça, c'est pour le compte de la commission. Mais si vous permettez... On va parler pour votre compte. Peut-être qu'il y a d'autres propositions de loi. Bon, non, pas à la fin. On va en aborder peut-être tout de suite. Mais je voulais savoir, pour cette personne handicapée, elle risque de se demander qu'est-ce que cette loi va changer dans ma vie. Oui, c'est une loi magnifique,
13% de notre population et ce sont des personnes handicapées et c'est la même chose, personnes vivant avec handicap ou bien personnes handicapées. Et moi particulièrement, j'ai apporté des amendements à la loi, notamment cette affaire de quota. Il y aura désormais un quota lors des engagements dans les entreprises, tant publiques que privées. C'est pas de la discrimination. C'est pas assez. Certes, c'est une discrimination, mais positive. C'est une discrimination qui apporte le changement. Je travaille avec les organisations des personnes handicapées et les personnes handicapées aussi. On a entendu trop de témoignages. Lorsque vous envoyez les CV, on dit c'est OK, c'est d'accord, mais dès qu'on vous voit, on dit que on ne peut pas vous embaucher parce que vous êtes une personne vivant avec handicap. Et la loi apporte une solution immédiate par cette discrimination positive pour essayer d'intégrer nos frères dans la société. Sur les questions d'accessibilité, même à l'Assemblée nationale, même au Palais du Peuple, même peut-être, je sais pas moi, l'immeuble intelligent. Voilà, c'est toujours très difficile pour les personnes handicapées de se frayer un chemin, de monter les escaliers et tout ça là. Donc, dans le programme de développement d'un pays, on s'est dit normalement, lorsqu'on pense développement, il faut ipso facto penser aussi à l'intégration des personnes vivant avec handicap. Donc, c'est un peu cette loi. C'est une aubaine, c'est vraiment une aubaine pour cette catégorie de nos frères à saisir, surtout en ce qui concerne ce quota d'engagement, mais aussi il y a la carte d'égalité des chances, une carte qui sera distribuée, qui va permettre par exemple aux femmes handicapées d'avoir une réduction de prix de consultation dans les hôpitaux publics, voilà, et aussi pour les entrepreneurs privés qui vont engager les personnes handicapées, il y aura une contrepartie des compensation, des taxes, avec peut-être des impôts aussi. On va voir comment est-ce que on peut créer des émules pour, en fin de compte, que les gens engagent plus les personnes vivant avec handicap. Vous parlez des choses tellement importantes qui touchent directement cette population, mais qui n'est la plupart ignoraient qu'il y avait une loi déjà sur ça. C'est ça le problème. Pourquoi on n'arrive pas à parler assez de ça ? Pourquoi vous n'arrivez pas à vulgariser cela ? Oui, madame, la loi, c'est une affaire de 3 partenaires majeurs. L'Assemblée nationale, le Sénat et le gouvernement. Et l'Assemblée nationale fait son travail. Le Sénat va lire pour relire, comme on le dit, pour une seconde lecture. Ensuite, c'est le gouvernement qui, par ses méthodes, va trouver comment vulgariser. Mais il y a aussi la société civile qui va vulgariser. Moi, particulièrement, j'étais... Une appropriation, vous pensez... Oui. C'est ça aussi, on ne connaît pas et du coup, on ne sait pas comment s'approprier quand même ces avancées, ces innovations. Oui, c'est pour cela, madame, nous militons pour une république où tout le monde fait bien à sa place. Donc, chacun doit faire son travail. L'Assemblée nationale, nous avons fait notre travail. Maintenant, c'est aux autres aussi. La société civile. Mais moi, je ne me lasse pas. Je viens de ma tournée au Congo central et j'en ai profité pour faire aussi la vulgarisation de cette loi, notamment, principalement, la loi des personnes handicapées. Et donc, dès que la loi sera publiée au journal officiel, ça sera la loi de tout le monde. Et pourquoi pas vous, madame, aussi faire la vulgarisation. Voilà. Je sais la partie accessibilité femmes, dans le cadre des mots féminins, on va et vulgariser. Aussi, madame, il y a un volet très important sur les violences sexuelles à l'égard des femmes handicapées. Il y a eu tellement de témoignages et c'était une belle loi parce que lors du débat à la commission, la porte était ouverte. Donc, il y avait les personnes handicapées, les organisations qui venaient et qui débattaient avec nous, qui proposaient aussi des tournures dans la phrase, dans la manière, je sais pas moi, de formuler vos propositions, de formuler, vos amendements. Et aussi, je vais donner par exemple cette anecdote. Lorsqu'on parlait des langues nationales, il y a eu un surmiwé qui a proposé que la langue de signes soit désormais comptée parmi aussi les langues nationales. Il a proposé... C'est normal d'ailleurs. Oui, c'est normal. Et nous, on ne le savait pas. Même Honorable F n'avait pas inscrit ça sur sa loi. Mais quand lui, il est venu,
il a proposé, on a vu que c'était très important. Et là où ça a un peu bloqué, c'était parce que il y a deux tendances de langage de signes. Il y a une tendance qui est plus à la française et une autre qui est plus à l'américaine. Ce qui fait que chacun de sourds, conformément à la formation qu'il a eue, il parle selon la tendance. Donc, localement, au niveau domestique, on n'a pas une seule langue de signes. Et ça a un peu bloqué. Alors là, on nous a quand même promis qu'on va essayer de mettre tout ensemble pour qu'il y ait un langage de signes, pour que prochainement, on puisse réfléchir sur la possibilité de prendre le langage de signes comme une langue nationale. Il y a la loi sur les peuples autochtones. Quand on parle de peuples autochtones, on parle des pygmées. Voilà, des pygmées qui ne sont pas de sous-hommes. Qui ne sont pas de sous-hommes, qui sont des hommes comme nous. Et le mot même a posé problème lors du débat. On a passé 48 heures parce que est-ce qu'il fallait garder peuples autochtones? Est-ce que ce n'était pas un terme qui rejette les autres pour dire que les autres sont des visiteurs, voilà, est-ce que les Bantous sont des visiteurs? Est-ce que ils sont pas des étrangers alors que les Pygmées sont des autochtones, sont des propriétaires des terres? Alors là, on s'est mis d'accord sur le terme peuples autochtones, qui veut tout simplement dire ceux qui ont été présents lorsqu'il y a eu des flux migratoires. Donc, lorsqu'il y a eu réchauffement, certains ont quitté le Soudan, ils sont arrivés, les autres ont quitté l'Est, ils sont arrivés. Alors, ceux-là qui étaient présents à cette époque-là, ce sont ceux-là qu'on appelle le peuple autochtone. Donc, ça n'a rien à voir. Pourquoi avoir voulu avoir une loi spécifique pour ces peuples? D'abord parce que notre pays a ratifié au niveau international, déjà, a souscrit à ce programme commun universel qui consiste à la protection des minorités, les peuples autochtones. Et aussi parce que, eu égard à ce que l'on a vu sur terrain, on a pensé qu'il serait agréable d'avoir quand même cette loi qui est aussi une discrimination positive pour essayer de booster nos frères qui sont les Pygmées. En écoutant les témoignages des Tois ou bien des peuples Pygmées qui viennent du Tanganyika, etc., on va remarquer que dans la psychologie déjà de nous-mêmes, on a déjà eu cette habitude-là pas de rejeter peut-être formellement, mais de regarder un peu de travers les peuples pygmées et aussi par rapport aux on-dit, aux stéréotypes, aux clichés. Peut-être qu'on dit qu'ils sont des petites tailles, on dit qu'ils sentent mauvais, on dit, alors que ça n'a jamais été vrai. On va vous dire, par exemple, dans certains hôpitaux, lorsque la femme pygmée vient pour accoucher, elle accouche et puis tout de suite, on la met dans une case derrière l'hôpital. On dit qu'elle ne peut pas rester avec les femmes bantoues. Lorsque un pygmée vit dans une maison ou bien dans une cour commune, on dit qu'il n'a pas le droit d'utiliser les mêmes installations que les autres. Donc, on a entendu beaucoup sur le traitement de nos frères. C'est la raison pour laquelle cette loi tombe à pic pour une catégorie bien déterminée qui sont nos frères pygmées. On rappelle aux auditeurs, téléspectateurs, Christelle Vouanga, c'est notre invitée, députée nationale, élue de la circonscription de la FONA, mais également présidente de la Commission des droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Ça, ce sont quelques lois que vous avez examinées, travaillées sur ces lois au niveau de votre commission. Quelles sont vos lois à vous? Vous n'avez pas fait que travailler sur les lois des autres quand même. Est-ce que vous avez vos lois à vous? Bien sûr. Voilà. Bien sûr. D'abord, faut se le dire sur le plan légistique, donc des lois. Quand même, l'Assemblée nationale de la RDC a plusieurs lois et la production parlementaire, même des législatures passées, on sent que ce n'est pas au Congo où on va chercher des hommes et des femmes intelligents. Donc, il y a vraiment beaucoup de lois. Et ma première loi, c'est la loi portant protection des emblèmes de la Croix-Rouge. Pourquoi j'ai accepté de porter cette loi? Eh bien, aujourd'hui encore, c'est d'actualité, ça tombe à pic. Lorsque le Premier ministre a annoncé qu'il serait même possible qu'on puisse déclarer un état d'urgence sécuritaire. Et pour ça, il y a des corollaires qui suivent.
par exemple, l'inviolabilité des structures de santé. Vous pouvez imaginer que depuis le conflit a commencé en Ituri, par exemple, 250 structures sanitaires ont été détruites. Ce qui veut dire qu'il faut que l'on puisse imprégner ce cadre légal que même si nous avons pris la décision radicale d'en finir avec les ennemis et la décision militaire, il arrive parfois qu'il y ait des dommages collatéraux. Et ce qui est important dans la riposte militaire, ici, dans les cas échéants, il faut protéger. Il faut protéger la Croix-Rouge, il faut protéger les ambulances, il faut protéger, en gros, il faut protéger les structures sanitaires. Et c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de porter cette loi portant protection des emblèmes de la Croix-Rouge, tout en sachant qu'il y a eu quand même des délégations qui ont été attaquées. Par exemple, il y a eu de membres de la Croix-Rouge qui ont été enlevés, et aussi, il faut se le dire, il y a eu transfert des minerais, de l'or dans les camions de la Croix-Rouge, où quelqu'un pouvait se réveiller et mettre sur sa Jeep Croix-Rouge et passer avec les minerais et passer peut-être avec les femmes esclaves sexuelles. Et pour ça, il faut un cadre légal qui définit et qui met les limites sur l'usage des emblèmes de la Croix-Rouge. On ne parlera pas, vous avez beaucoup, je crois, quand on faisait le briefing, vous m'avez parlé de plusieurs lois que vous avez dans vos tiroirs. Ouais. Et mais aussi, j'aimerais bien aussi parler de la loi portant protection des défenseurs de droits de l'homme, à l'honneur peut-être de Tchebeya, de tous ces défenseurs, des avocats. Donc une loi Tchebeya. Non, je dis... Bon, qui portera peut-être la loi, c'est la loi portant protection des défenseurs de droits humains en général. Il n'y a pas que les activistes, il y a aussi les avocats qui ont perdu la vie, les journalistes, etc. Et il faut qu'il y ait une loi quand même qui protège ces défenseurs, ces messieurs et dames qui se sont donné cette mission noble de défendre la cause des autres, cette cause noble d'ailleurs. On va parler on va rester à l'Assemblée quand même pour continuer de parler de ce qui a été fait. Vous comprenez ceux qui disent qui ne sont pas en train de mieux cerner le travail du député national, ceux qui demandent à ce qu'on puisse réduire, qu'il n'y ait plus 500 députés, qu'il y en ait moins. Oui, exactement, madame. Vous savez, la population a sa manière de s'exprimer, peut-être par rapport aux réalités, peut-être par rapport aux on-dit. Il faut se le dire quand même que la communication est une arme. Le président Mobutu a réussi à idéologiser ce pays grâce à la communication. Peut-être aussi que l'Assemblée nationale devrait revoir sa manière aussi de communiquer, peut-être plus communiquer sur les travaux faits au niveau des commissions parlementaires, pourquoi pas des commissions mixtes par exemple, pour que la population sache au moins de quoi on parle et quel travail est fait au niveau de l'Assemblée nationale. Mais c'est toutes ces suggestions qu'il faut prendre. Il ne faut pas le prendre à la légère quand même. C'est un peuple qui vient de loin, un peuple qui a non seulement souffert, mais qui a vu peut-être certaines personnes abusées. Et c'est un réflexe tout à fait normal, c'est un instinct protecteur de se le dire quand même que là où nous envoyons nos gens, là où nous envoyons nos représentants, nous puissions quand même cerner la réalité qui s'y passe. Et moi, je prends ça comme une bonne suggestion et à analyser peut-être. Les députés sont des corrompus. On a vu quand même avec ce qui s'est passé dernièrement ici. Quand on voit députés, on parle corruption. Ils ont pris 5 000 pour voter une loi. Ils ont pris 10 000. On a promis qu'on aurait promis à certains des jeeps. C'est ça aussi. Quand on parle de députés, c'est en ces termes-là aussi. Oui. Et voire même entre eux-mêmes les députés qui disent oui, on nous a promis des jeeps, on a vu des vidéos madame, circuler sur ça. Je pense que dans tout ça, il faut aussi savoir juger des gens individuellement. Je ne sais pas si j'ai déjà dit ça ou on m'a déjà vu dire que tel m'a promis ou j'ai déjà dit là, vous êtes dans le même sac. Non. On ne peut pas être dans le même sac. Moi, je suis élue de la Funa. Je représente le district de la Funa. Je ne peux pas être dans le même sac, je suis désolée. Il faut quand même apprendre aussi à juger les gens individuellement. C'est très difficile, surtout pour une femme dans un milieu politique. J'adore Hillary Clinton qui écrit dans son livre, elle s'exprime, elle dit la politique, un milieu
hostile pour les femmes. Pour se frayer un chemin, c'est très difficile. Il faut faire des sacrifices, il faut beaucoup travailler. Parfois, je n'arrive pas à dormir parce que je dois lire toute la nuit, parce que demain matin, je dois conduire un débat avec 60 parlementaires. Je me dis, est-ce que je serai à la hauteur? Je n'ai pas assez d'expérience, je viens d'arriver et tout ça là. Et quand j'expose, par exemple, mon travail, vous allez voir que les gens ne vont pas s'intéresser à ça. Mais peut-être un député qui parle de rien du tout, voilà, qui fait un peu son show. Voilà, qui fait son show, c'est ce qui intéresse plus la population. Et nous, les femmes, dans ce monde politique, on a un sérieux problème, c'est le problème de financement, par exemple. La presse, la communication, ça coûte énormément. Ça coûte beaucoup d'argent. C'est quand même pour beaucoup de femmes. Hein. Non, madame, c'est la vérité. Malheureusement, c'est la vérité. Mais vous êtes traités mêmement que les hommes à l'Assemblée nationale. Comment expliquer que les hommes... officiellement, oui. Parce qu'il y a... Officieusement, non. Officiellement, moi, j'ai été recalée dans un projet de mission. Pour la simple raison, on m'a dit que c'était même ma mission. Ce sont les partenaires qui m'ont contacté pour me dire « Madame, on vous a envoyé une invitation pour une mission. » Et quand je suis allée voir l'ancien bureau, on me dit que non, on ne peut pas parce qu'au Sénat, on a mis une femme. Et nous, ici, on ne peut pas mettre une autre femme. Donc, ça m'avait choqué, donc c'était scandaleux que 2 femmes aillent en mission, alors qu'à chaque fois que je voyage... Sur combien d'hommes comme ça? Il n'y avait que 2 places. Donc c'était impossible de voir 2 femmes aillent en mission ensemble, mais curieusement... L'ancien bureau, on signale que ça a été piloté par une dame. Hein? Oui, mais je dis pas forcément que c'est elle. Peut-être que ce sont les membres de son bureau, peut-être son directeur de cabinet, peut-être qu'elle savait, peut-être qu'elle savait pas, je ne sais pas. Mais du moins, il arrive 2 fois où je voyage, je rencontre 5 collègues hommes qui vont en mission ensemble. C'est difficile, madame. Je vais vous faire une révélation. C'est du sexisme à l'Assemblée Je vais vous faire nationale. une révélation. Non, c'est pas seulement à l'Assemblée nationale. Les cas de revendication, c'est d'abord sur le plan transversal, ça touche à la femme partout où elle est. Et c'est pas pour rien qu'on milite, par exemple, pour cette revendication verticale, mais au même moment horizontale, les mêmes travail, mais pas les mêmes salaires, le même travail, les mêmes heures de travail, mais pas les mêmes primes, bien pas les mêmes avantages. C'est la même chose. Moi, je suis présidente d'une commission, mais je vais vous dire la vérité, depuis que je suis à l'Assemblée nationale, je ne suis jamais allée en mission de service, même à Kasavubu chez moi. Même à Bandal chez moi, je m'étonne toujours. Dans le Congo central, c'est avec les partenaires. C'est avec les partenaires. Donc, toutes les missions que j'effectue, c'est en dehors de l'Assemblée nationale. Ce sont les partenaires qui m'invitent souvent. Donc, mais je vois les collègues qui vont en mission. À chaque fois, je me demande d'ailleurs comment ils font pour se retrouver sur les listes d'émissions. Tu n'es pas dans la shortlist là? Oui, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça, les conditions autour desquelles travaillent les femmes un peu dans ce monde politique. Vous venez de dire quelque chose, je pouvais m'attendre à tout, mais pas à voilà, c'est un peu ça. Donc, on a vraiment... moi, par exemple, j'ai un budget mensuel pour la presse. Dès qu'il s'est épuisé, je ne peux plus faire autrement. Et puis, il y a mon association qui est là, c'est peut-être maintenant que je commence à recevoir un peu d'aide des partenaires, mais avant, je travaillais toute seule avec mon propre financement, ce qui est très dur, madame. La politique pour les femmes partout au monde, c'est difficile et c'est strictement difficile chez nous au Congo. Et surtout, lorsqu'on est porteuse d'un idéal, ça devient encore compliqué. On vous aime quand vous êtes une femme... comme nous on disait au lycée, béni, oui, voilà. Je dis oui, béni, oui, voilà, tais-toi belle. Voilà, tu t'étais, là vous êtes aimé. Mais quand vous êtes une femme qui sait dire non quand il le faut, vous gênez. Vous gênez, on ne vous aime pas trop, on dit que souvent même on ne vous informe pas. On reparlera de ça, je crois que c'est une thématique très très importante. Je crois que l'aspect des choses va être abordé dans nos prochaines éditions. On doit parler quand même du sexisme dans les institutions ici. Pas de la discrimination, on ne parlera pas de la représentation, mais du sexisme quand même, de la discrimination, oui, mais du sexisme et de la discrimination dans les institutions de notre pays. Je crois que la thématique est très, très importante. On revient, on reste à l'Assemblée nationale, mais on parle cette fois-ci du gouvernement Sama Lukonde. Vous avez investi son débat. Oui, il y a eu ça ne vous gêne pas, ça ne vous a pas gêné en tant que député national de vous dire. Tout était si clair que ça, il n'y avait pas de choses à redire. Bon, peut-être que oui, peut-être que non. Moi, j'ai passé
toute la nuit à lire et à apporter des amendements par rapport à ce programme. Mais en fin de compte, c'est la majorité qui a donc décidé que l'on puisse donner l'opportunité urgemment au gouvernement Sama Lukonde d'aller travailler et vite fait. Mais c'est vrai, peut-être qu'on aurait dû avoir un débat, mais je pense aussi qu'il y avait quand même urgence, surtout en ce qui concerne... Prendre 2 jours de débat, vous pensez que ça allait freiner l'action de Sama? Non. Pas freiner l'action, mais plutôt peut-être comme il y a une urgence de ce qui se passe dans l'est du pays, on devrait commencer par réfléchir et le gouvernement est l'organe habilité pour le faire. Nous avons pensé que au-delà des phrases et puis honnêtement, c'était le programme, ce n'était pas le budget, c'était le programme de 3 ans. C'est vrai qu'il y avait beaucoup à dire, mais c'est que le président Bosso nous a demandé, c'est d'envoyer nos amendements à la primature. C'est ce que nous avons fait et je pense que c'est plus important que le gouvernement commence par travailler. Évidemment, on a eu plusieurs amendements parce qu'on a travaillé sur le volet droits humains. J'espère que j'ai même appelé l'excellence Poela. Je l'ai même appelé parce que je cherchais là où était dégagé l'aspect droits humains, mais il n'y avait pas l'aspect qui avait été dégagé, mais au moins dans le corps du texte, il y a eu pas mal de questions liées aux droits humains qui ont été quand même abordées. Mais comme on travaillait déjà sur le programme avant même que le Premier ministre puisse déposer, alors il y avait plusieurs amendements qu'on avait apportés, notamment sur la question de l'intégrité de la femme physique et de la dignité de la femme dans ce volet-là, renforcer le programme national de lutte contre le cancer du sein et le cancer de l'utérus de la femme. Ça n'a pas été abordé dans le programme. Par exemple, il y a plusieurs femmes qui sont frappées maintenant par cette maladie qui est considérée encore comme une maladie onéreuse qui coûte extrêmement cher. Mais le Sénégal aujourd'hui offre la chimiothérapie pour le cancer du sein gratuitement. Et on pense quand même que on devrait aussi pencher de ce côté-là. Un autre aspect, en ce qui concerne toujours la dignité de la femme, c'est notre plaidoyer par rapport aux détentions alternatives des femmes dans les prisons. Il y a des femmes qui sont en prison avec leurs bébés. Il y a une dernière vidéo qui a circulé là où on a vu le traitement qu'on a infligé. Oui, et puis on a dit il y a une commission d'enquête, mais c'est resté sans suite. Oui. Il y a des choses horribles qui se passent dans les prisons, surtout à l'égard des femmes, et notamment ici, puisque je parle des femmes avec leurs bébés en prison. Alors nous estimons qu'il faut une politique orientée plutôt vers la sanction de peine d'intérêt général, question de libérer ces prisons avec des mamans avec leurs bébés. Et aussi l'environnement, la construction. Les femmes risquent d'avoir des bébés pour sortir de la prison, madame. Non, déjà, quand on arrête ces femmes, la plupart des cas, on arrête ces femmes avec des bébés. Donc avec leurs enfants. Souvent, ces enfants grandissent dans ce milieu carcéral et jusqu'à la relaxation de la maman. Et pour désengorger évidemment les prisons, nous voulons une politique qui consiste à sanctionner plutôt dans le sens d'intérêt général. Donc ces femmes qui travaillent pour la République et ensuite elles sont libérées, question un peu de libérer l'espace parce que c'est aussi les enfants, ce ne sont que des enfants. Donc les emprisonner comme ça, c'est pas bien. Et en ce qui concerne peut-être la question liée au conflit, dans les zones des conflits armés, nous avons suggéré la création d'un fonds, le Fonds national pour les survivants des violences sexuelles. Le Fonds mondial veut bien accompagner la RDC, mais pour ça, il faut créer notre propre fonds. Nous avons aussi proposé une politique d'identification, mais aussi de récupération des orphelins victimes des conflits. Pas seulement dans l'Est, mais aussi dans le Kasaï, où ces enfants seront récupérés par la République. C'est une obligation pour la République de récupérer ces enfants, de les scolariser, de les nourrir jusqu'à leur majorité. Donc, il y a plusieurs amendements. Donc, on a vu qu'il y avait des choses à dire et à redire par rapport au programme. Oui, ça manquera pas, madame. C'est ça. Bon, je sais pas, peut-être parce qu'on est francophone, il y aura toujours des choses à dire. Nous sommes quand même un pays où il y a
y a plusieurs besoins au même moment. Nous sommes où tout le monde parle de la priorité, des priorités en général. Moi, je peux dire que tous les domaines sont prioritaires, que ce soit les droits humains, que ce soit sécuritaire ou sanitaire. Alors pour ça, il y aura toujours à dire, mais l'essentiel est que chacun puisse ajouter sa pierre à l'édifice, que le gouvernement puisse travailler et que nous, l'Assemblée nationale, puissions contrôler, n'est-ce pas, le travail du gouvernement. Et quand les gens, j'ai lu, je crois il y avait 340 actions, je pense. 340 actions, 15 piliers et 32 axes. Voilà. Et j'ai pas mal suivi quand même je sais pas moi, des opinions un peu partagées où les gens disaient que c'est trop ambitieux, c'est irréaliste, etc. Là encore, c'est subjectif. Donc moi, je trouve pas un problème ambitieux, ce n'est pas un péché. L'irréalisme, encore là, je l'ai dit, c'est subjectif. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on a longtemps vécu des narratifs, des belles phrases, des belles tournures, des slogans, des paroles. Ce qui est important maintenant, c'est la volonté politique et le travail apporté. Il y a beaucoup à dire. On commence par quoi? On a dit il y a beaucoup de priorités. Tout est prioritaire. La gratuité est une priorité. La sécurité est une priorité. Comme si cela ne suffisait pas, on nous dit on va faire 36 milliards. La jeunesse, madame, ce sont des chiffres, au fait. Les chiffres comme 36 milliards ne devraient pas étonner les Congolais. Est-ce que parfois on se rend compte de ce qu'on a? On connaît notre capacité madame, de mobilisation. De ce qu'on a. Non. Moi, je pars d'abord des concepts. Je suis au niveau conceptuel, au niveau des potentialités de ce pays. Je pars d'un pays... Vous venez tout à l'heure de dire qu'il faut dépasser voilà. Les paroles, les potentiels. Exactement. Il faut dépasser cela. Exactement. Et moi, je pense que ceux-là qui ont réussi à changer leur pays, ils ont 23 paires de chromosomes comme nous. Le niveau que nous avons actuellement, c'est pratiquement le niveau qu'avait le Qatar il y a 40 ans. Mais comment ils ont réussi à transformer leur richesse? Sommes-nous différents de ceux-là? Non. Sommes-nous différents du Botswana qui ont aussi du diamant, mais où les gens ne meurent pas, où les profits sont réversés en termes de dividendes pour la population, pour l'intérêt général de la population? Nous ne sommes pas différents, mais qu'est-ce madame. Qui nous manque? Il nous manque des hommes. Les hommes intelligents, intelligents, on les a. Des hommes intègres. Les hommes épris d'amour pour ce pays. Des hommes qui, ils ont tout ça, mais au final, rien ne marche. Madame, vous pensez vraiment que dans ce pays où il y a eu le coltan, où il y a eu le caoutchouc quand le monde avait besoin du caoutchouc, où il y a eu le coltan quand le monde avait besoin du coltan, aujourd'hui, l'uranium, etc., tout ce que vous connaissez, le cobalt aujourd'hui, vous pensez vraiment que cette terre qui est capable de donner toutes sortes de minéraux, cette terre est incapable de fournir des hommes intègres et épris d'amour pour ce pays? Ces hommes-là existent, madame. Et moi, je ne peux pas aujourd'hui, à moins que je sois méchante ou de mauvaise foi, de dire que non, celui-là va échouer. Non. Donc, qui travaille et nous allons va réussir. Non. Je ne peux pas dire ça qui va réussir. Pourquoi je veux le dire? Mais seulement bon courage et qui travaille bien pour la République. C'est tout ce que nous pouvons avoir et que nous pouvons prononcer comme souhait, qui travaille, et les citoyens qui sont autour de lui aident aussi, et que chaque Congolais, où il se retrouve, porte sa pierre à l'édifice. C'est tout ce que nous pouvons, madame. C'est des paroles. Madame, c'est des paroles. Ça fait 30 ans, ça fait 60 ans. Le monde a commencé par le parole. À un moment donné, il faut qu'il y ait un déclic. Il faut arrêter tout ça. Et vous pensez que ce déclic va arriver avec ce gouvernement? C'est de ça qu'on parle. Madame, je ne suis pas divineresse. Je ne suis pas prophétesse. Je ne peux pas dire que ça va arriver avec ce gouvernement ou pas. Mais tout ce que je sais, c'est un gouvernement qui est constitué de mes frères et sœurs. Et je ne peux pas souhaiter qu'ils puissent échouer. Au contraire, s'ils échouent, ça veut dire que mes électeurs ne vont pas bien vivre. S'ils échouent, les mamans de mes marchés là, à la Funa, à Gambela, je sais pas moi, au grand marché, elles ne vont pas bien vivre. Moi, je souhaite qu'ils puissent réussir. Mais pour réussir, il y a des préalables. Pour réussir, il faut beaucoup d'abnégation. Ces préalables sont remplis au regard de l'actuel gouvernement, de l'actuel régime. Vous pensez que ces préalables sont là? Avec quel appareil je vais juger ou bien je vais jauger? Quels sont ces préalables? Je pense qu'ils doivent commencer à travailler et nous allons voir. Nous allons voir et nous allons constater
Et là où il faudrait proposer, nous allons proposer. S'il faudrait critiquer, on va le faire. Mais simplement, je réitère ce que j'avais dit, madame, que la question du développement, normalement, ne devrait pas nous opposer. Chacun apporte son point de vue, chacun apporte son opinion, mais tout en sachant qu'il y a un dénominateur commun qui est le nôtre. Ce sont là, Congolais, madame. On doit, jusqu'à quand on sera la risée du monde entier? Moi, je travaille dans les prisons, je travaille dans les camps des déplacés. Ma perception de la souffrance a atteint, de la souffrance des Congolais a atteint un autre niveau. Quand vous voyez des gens qui sont 1 500 000 déplacés, par exemple dans l'Est, en Ituri, qui vivent pendant des années dans les camps des déplacés, les femmes accouchent dans ces conditions-là. Quand vous allez dans les prisons où vous voyez que vos frères n'ont que leur peau sur leurs os, vous vous dites, mais c'est quoi la vie? Mais c'est quoi être Congolais? C'est quoi lire dans les livres d'histoire que je suis né dans un pays où il y a toutes sortes de richesses? Il faut ce déclic-là, madame. Et ce déclic viendra par les hommes. Dieu nous a donné ce qu'il a pu nous donner. Moi, je dis toujours que Dieu bénisse les mondes, mais d'abord le Congo. Il nous a donné. Maintenant, c'est l'humain qui doit entrer en jeu. Le développement, c'est tout d'abord l'humain. Et ça passe par un dépassement de soi. Ceux qui ont aujourd'hui la mission de nous conduire, qui puissent nous conduire convenablement, et surtout par l'amour du prochain et l'amour de leurs compatriotes. Ça sera votre mot de la fin? Non. Ben d'accord, 1 minute, parce que là, on me dit que c'est fini. On a entendu, là, je rappelle aux auditeurs, téléspectateurs, on reçoit la députée nationale, Christelle Vouanga, présidente de la commission droits de l'homme à l'Assemblée nationale. Vous avez entendu, elle a envoyé les bonnes ondes au gouvernement Sama Lukonde. Chance. Ouais. Beaucoup de chance, courage, beaucoup de travail. Votre mot de la fin par rapport à ce numéro de cette émission. Oui, mon mot de la fin sera peut-être par rapport à certains amendements qu'on a apportés par rapport à la fonction publique. C'est aussi une question qui me tient particulièrement à cœur. Vous avez supporté voir une femme être huée à la fonction publique? Je n'ai pas vu, madame. Ah, okay. Je n'ai pas vu. Vous allez m'envoyer la vidéo. On le fera quand même. Merci. Parce que certains risquent de s'en servir pour penser que toutes les femmes sont pareilles. Ou qu'elle n'a peut-être pas bien travaillé ou elle n'a pas été bien comprise. Vraiment. Merci beaucoup, madame. Sur la question de la fonction publique, donc les fonctionnaires retraités, moi je dis toujours que la fonction publique, c'est la charpente osseuse d'une nation. Si de manière structurelle, par des canaux, on veut atteindre plusieurs catégories ou bien plusieurs couches de la population, il faut passer par la fonction publique. Et là, j'avais proposé au Premier ministre une politique de compensation des terres, par exemple, aux retraités, aux fonctionnaires retraités, des lopins des terres, c'est possible. À Kinshasa, par exemple, c'est né que pratiquement c'est 15% de Kinshasa qui est occupé. Toute la partie de Malukula, c'est inoccupé, alors qu'il y a des fonctionnaires qui partent en retraite sans moyen de vivre. Alors que nous avons des terres, on peut faire une politique de compensation, distribuer des terres aux fonctionnaires, mais aussi non seulement retraités, mais aussi des fonctionnaires remplissant certains critères. Et je voudrais aussi, il y a encore un autre volet qui me tient à cœur, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse, c'est la jeunesse, madame, parce que souvent ils viennent nous parler et 8 citoyens sur 10 sont des jeunes. Et 7 sur les 8 vivent dans des conditions de précarité énormes. Et pour atteindre un changement tant soit peu, je pense qu'il faut impérativement passer aussi par des moyens structurels. La question de la sous-traitance détruit non seulement l'humain, mais aussi l'intellect. On ne peut pas livrer la population congolaise à la sous-traitance telle que nous voyons actuellement, avec des maigres salaires. Je pense que la jeunesse congolaise n'a pas besoin de ça. Il faut revoir la politique de la sous-traitance dans notre pays. Et donc, on doit revoir la problématique de traitement de toutes ces lois, parce que je crois qu'il y a une loi, l'applicabilité notamment de ces différentes lois au niveau du gouvernement et également de l'appropriation au niveau de la population. C'est un plaisir de vous recevoir. Ah ben oui, le plaisir est partagé et je répondrai toujours lorsque vous m'appellerez. Je serai toujours là.
Voilà, vous faites notre fierté et je crois que je ne pêche pas en disant cela. Christelle Vouanga, merci beaucoup d'avoir été de nôtre ce soir ou cet après-midi. Merci, on se donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de votre émission Le Débat au Féminin. On se dit au revoir et à très très bientôt. Bonsoir, merci. Bilan à mi-parcours de la Commission droits de l'homme de l'Assemblée nationale. Le sexisme est-il une réalité à la Chambre basse du Parlement? Le débat au féminin reçoit ce samedi Christelle Vouanga, députée nationale élue de la circonscription de Funa et présidente de la Commission de droits de l'homme à l'Assemblée nationale.